Nouvelle édition sur RTI 1. Bonsoir à tous. On regarde les titres. À l'approche des fêtes de fin d'année, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a procédé au lancement de l'illumination de la ville d'Abidjan. Placé cette année sous le thème Côte d'Ivoire solidaire et unie, l'événement Abidjan Ville Lumière est organisé depuis maintenant 11 ans dans le district autonome d'Abidjan. Les travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny lancés depuis lundi par le Premier ministre. La nouvelle infrastructure comprendra de nouveaux aérogares lagunaires, dont l'un dans la commune de Cocody. Des travaux qui permettront d'augmenter la capacité d'accueil à plus de 5 millions de passagers. Et puis nous parlerons de sécurité avec la police nationale qui vient de renforcer son dispositif. La nouvelle unité aura non seulement une mission de sécurisation, mais aussi celle d'assistance. Police Recours a été dotée de matériel et de véhicules spéciaux. Et c'est parti pour l'édition 2022 d'Abidjan Ville Lumière. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a procédé il y a quelques heures seulement à la mise sous tension des illuminations de la Perle des Lagunes. L'événement marque le point de départ des festivités de la Noël et de la Saint-Sylvestre sur l'avenue Jean-Paul II au plateau. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Que la lumière soit. Abidjan s'est drapé depuis ce mardi 20 décembre dans ses habits de lumière pour célébrer Noël qui arrive. La Noël, la lumière de Dieu qui vient au monde. Pour parfaire la symbolique, le district d'Abidjan a choisi l'avenue Jean-Paul II, en face de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, pour le lancement de cette illumination. Comme lors des précédentes éditions, c'est dans une ambiance de musique, de danse, de cris d'enthousiasme, des populations sorties en grand nombre, donnant déjà un avant-goût de la fête de Noël et du Nouvel An qui s'annonce, que s'est déroulé l'événement. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était une fois de plus à l'unisson des populations qui l'ont acclamée. Abidjan Ville Lumière est à sa 11e édition et suscite chaque fois autant de fascination. Dans quelques instants, comme une mariée heureuse de convoiler en juste noces, Abidjan va apparaître drapé de ses plus beaux habits de fête. Vous pourrez alors contempler avec une joie apaisante certaines artères qui vous rappelleront par la lumière que le beau, ce qui est beau, existe. Que dire de ce grand sapin majestueux que vous avez devant vous, surmonté d'une étoile étincelante, rappelant l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, ce jardin commun à toutes les religions, élégamment vêtu avec son allure fière, imposant le respect à tous les passants. Abidjan, perle des lagunes. Abidjan, ville verte. Abidjan, ville lumière, est prête à se laisser découvrir. Si l'événement se veut le lancement des festivités de Noël et du Nouvel An, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a tenu à exprimer sa solidarité envers les familles vulnérables à l'occasion de ces fêtes. La cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan est certes un rendez-vous festif qui souligne avec éclat la magie des fêtes de fin d'année. Mais c'est surtout et aussi une nouvelle occasion d'exprimer notre solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est dans ce même esprit de partage que nous offrons, à partir de ce soir, des dons en vivres qui seront remis à des familles vulnérables à travers tout le district d'Abidjan, afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je voudrais vous souhaiter, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, un joyeux Noël et une heureuse année 2023. Joignant l'acte à la parole, la première dame de Côte d'Ivoire a remis symboliquement des kits alimentaires à des familles. Ce sont des kits alimentaires pour un total de 11 200 000 francs
offerts par la première dame qui seront ainsi distribués à plusieurs familles. Et pour parachever dans la joie et la beauté le lancement de ces fêtes de fin d'année, la première dame de Côte d'Ivoire a procédé à la mise sous tension des illuminations de la ville d'Abidjan, sous les acclamations de joie de la population et les tirs de feux d'artifice. Et on s'intéresse maintenant à l'agenda du Premier ministre Patrick Achi qui a lancé les travaux d'extension à Abidjan de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence du ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Premier ministre Patrick Achi qui parle d'un projet d'extension qui vise à terme au moins 5 millions de passagers d'ici 2025. C'était en présence du ministre français de l'économie et des finances. Objectif, positionner l'aéroport international d'Abidjan comme un hub, une référence internationale attractive à la pointe de la technologie. Un reportage de Jean-Louis Bangbo. Voici à quoi ressemblera l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans 3 ans. Une superficie totale qui passera de 30 000 m² à 55 000 m². Parking véhicule de 800 places à 2400 places. Des passerelles au contact et tapis bagages doublés. Les travaux de cet ambitieux projet d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été lancés en présence du Premier ministre Patrick Achi et augurent, selon ses concepteurs, un futur radieux pour le transport aérien ivoirien. La réalisation du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est une manifestation éclatante de l'œuvre d'édification d'un futur radieux pour notre pays conduit par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cet aérogare sera connecté et donc équipé des dernières technologies biométriques dans un souci d'amélioration du parcours passager. Elle sera, à n'en point douter, le nouveau hub de l'Afrique de l'Ouest. Pour la Côte d'Ivoire, ce projet sera un vrai bijou et nous sommes très fiers d'y être associés. D'un coût de 330 milliards de francs CFA, ce projet d'extension, en plus de positionner Abidjan comme le cœur du transport aérien sous-régional, s'intègre dans la vision d'améliorer la mobilité dans la capitale économique. Le projet comprend donc la construction urgente de 2 aérogares lagunaires, sorte de terminaux avancés, l'un à Cocody et l'autre à Port-Bouët, pour décongestionner le boulevard Giscard d'Estaing et l'aérogare principal de l'aéroport, donnant ainsi la possibilité aux voyageurs d'Abidjan Nord de remplir les formalités de voyage à Cocody et de traverser la lagune en bateau pour embarquement. Ce projet qualifié de stratégique est réalisé avec le soutien et la participation de la France, dont le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a pris part au lancement des travaux. Ce projet traduit de façon concrète, évidente, aux yeux du reste du monde, la montée en puissance de la nation ivoirienne, qui attire toujours plus de flux humains, de flux commerciaux, de flux financiers. Je suis donc certain que ce futur aéroport fera la fierté des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Je suis certain qu'il fera aussi la fierté de la France, qui accompagne financièrement, techniquement, ce projet. Le projet de modernisation et d'extension de l'aéroport d'Abidjan traduit surtout la volonté d'accélérer la croissance ivoirienne qui passe par une meilleure ouverture sur l'extérieur. Aujourd'hui, nous posons une première pierre dans notre sol qui, bien vite, sera un nouvel envol. Et ce nouvel envol, ce ne sera pas simplement celui d'un nouvel aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce sera aussi celui de la capitale économique dans laquelle il s'inscrit. Ce sera celui des territoires qui le relient, intérieurs, sous-régionaux ou continentaux. Ce sera aussi le symbole de l'attractivité et du rayonnement formidable de notre pays, gagné sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et grâce à l'engagement de tout un peuple. Construit dans les années 70, symbole du miracle ivoirien, l'aéroport d'Abidjan n'accueillait plus que 640 000 passagers en 2011. Aujourd'hui, il en accueille 2,2 millions et ce projet devrait porter ce nombre à 5 millions à la fin des travaux prévus pour le second semestre 2025.
Le Premier ministre Patrick Achi a aussi assisté lundi à la signature de 5 accords de financement du projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des signatures qui ont impliqué plusieurs parties, dont l'État de Côte d'Ivoire, le Trésor français et un pool bancaire dans le financement du projet. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. C'est sous le regard attentif du Premier ministre Patrick Achi que les 5 documents ont été signés par les différentes parties prenantes dans la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan. 5 accords dont les signatures viennent boucler le cycle de financement de ce projet qui a pour vocation d'améliorer la mobilité, la fluidité des trafics urbains et la qualité de vie des populations abidjanaises. La ligne 1 du métro va contribuer à améliorer la mobilité et la fluidité du trafic urbain dans le grand district d'Abidjan en assurant le déplacement quotidien de plus de 500 000 passagers avec le passage d'un train toutes les 2 minutes, transportant plus de 21 000 passagers par heure dans les 2 sens entre Anyama et Port-Boué. Avec cette importante contribution financière, le financement du projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan est désormais couvert et totalement bouclé. Les différents signataires se sont réjouis de la qualité des relations de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire et dont le projet de métro est l'une des principales illustrations. C'est un lien entre 2 parties de la capitale ivoirienne, 37 km qui vont être reliés, mais c'est aussi un lien entre la nation française et la nation ivoirienne, entre le peuple ivoirien. Et je suis certain que dans des décennies, on se dira que nous avons marqué aujourd'hui de notre empreinte la force, la vitalité, la profondeur des relations d'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Le ministre français a Des démembrements de la brigade anticriminalité viennent d'être déployés sur le terrain ce mardi. Baptisé Police Recours, il aura pour mission d'apporter une assistance immédiate et rapide à toute personne en détresse. Avec des véhicules intelligents et flambant neufs, les unités de Police Recours ont été mises en mission ce mardi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Un reportage de Walter Amadou Ouattara. La police nationale a une nouvelle unité. C'est la police Recours avec ses véhicules de dernière génération bien équipés et dotés de kits médicaux. Ce kit est composé d'anti-inflammatoires, de perfuseurs, de glucosés, puisque nos policiers ont un brevet national de secourisme, donc ils pourront prendre en charge les patients ou les blessés dès les premiers instants avant l'arrivée des pompiers. Automobilistes et passants se disent émerveillés et davantage rassurés. C'est un effort quand même que le gouvernement a fait pour que la population soit en sécurité, aussi régulièrement, aussi facilement. Ça nous fait penser à la police américaine, la police italienne que je connais bien et la police anglaise également. Voir que notre police se modernise, c'est vraiment un plaisir pour nous et on souhaite que ça aille toujours dans ce sens. On a l'habitude de voir ça souvent dans les films. On sait que ça doit être des véhicules très sophistiqués. Quand on voit ça, on se sent en sécurité. Le directeur général de la police nationale voit en cette remise d'équipements d'intervention rapide une invite à mieux faire. Police Recours, cette unité, à côté des autres forces de défense et de sécurité, aura pour mission la prévention, l'assistance et le secours. Je voudrais prendre l'engagement solennel que la police nationale jouera toujours sa partition dans la protection des personnes, des biens et des institutions de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité procède au lancement de l'unité police Recours. Le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, profite pour instruire les éléments de la nouvelle unité à œuvrer pour relever le challenge à eux confié. Progressivement, nous allons étendre cette unité à l'intérieur du pays, afin qu'à terme, les 12 préfectures de police soient dotées de ces nouveaux équipements. Mesdames et messieurs, les équipements de type nouveau sont des équipements qui sont là pour que nous gagnions en efficacité. La configuration qu'on lui a donnée doit permettre à cette unité d'aller partout où il faut, de réagir au cas de tour et répondre à toutes les situations qui se présentent. Je vous fais confiance, vous êtes en mission et je sais que vous serez à la hauteur de cette belle mission qui vous est confiée.
Au moins 16 véhicules sur 70 prévus sont aujourd'hui réceptionnés par la Direction générale de la police nationale. Cette semaine, le dossier EcoPlus de la rédaction de RTI1 est consacré à l'exportation illégale de la noix de cajou vers les pays limitrophes. Pour faire face à la gangrène, les acteurs locaux du Zanzan et du Gontougo se sont mobilisés cette saison. Avec le soutien des forces de sécurité, acteurs et producteurs locaux ont renforcé la vigilance aux frontières afin de barrer la route aux trafiquants, ce qui a d'ailleurs permis de saisir des centaines de tonnes de cajou, 135 000 au total, destinés à la transformation locale. Les trafiquants ont-ils perdu la bataille de l'Est? La réponse dans ce dossier signé Mahama Traoré. Cet après-midi, les entrepôts de cette coopérative sont bondés de sacs de noix de cajou. Des centaines de tonnes entassées, d'autres en cours de séchage et de triage. Des signes évidents d'une campagne de commercialisation dense à Bondoukou, l'une des plus grandes villes productrices d'anacarde en Côte d'Ivoire. Pourtant, peu évident d'assister à de telles scènes lors des précédentes saisons. Les autres années, quand on commence une campagne comme ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas gagner bon produit. Tous les bons produits sortent. Mais cette année, grâce à leur soutien, ça va. À Bondoukou, ça va. Ça va à Bondoukou, comme dans toute la région du Gontougo et dans le district du Zanzan. Cette partie est du pays, qui constitue une zone frontalière, était jusque-là le cœur de la fuite du cajou vers les pays voisins. Par le passé, des acheteurs véreux proposaient des prix borchants plus alléchants aux producteurs, au détriment du marché local. Face aux préjudices subis, le groupement d'intérêt économique des acheteurs et producteurs d'anacarde du Zanzan sonne la révolte. À la veille de la campagne 2022-2023, plusieurs actions de sensibilisation sont menées. La lutte nous a permis de, en tout cas, capter beaucoup de produits de nos producteurs. Parce qu'on avait en face de nous les trafiquants qui venaient même parfois lutter avec nous sur le terrain. Si toi tu vas, tu leur proposes un prix qui est bas et ils viennent proposer un prix qui est haut, vu qu'eux ne passent pas par la voie légale. Mais cette année, les prix ont été homologués et je pense que ça a permis à tout le monde, et surtout à la coopérative, d'avoir en tout cas tous ces planteurs réunis qui veulent forcément passer par la coopérative pour pouvoir vendre. Avec le soutien des forces de sécurité, des traques sont menées de nuit comme de jour. Des gendarmes dotés de moyens de mobilité équipés de drones veillent au grain. Avec ce dispositif dissuasif, difficile pour les trafiquants de charger des tonnes de produits dans de gros camions pour franchir la frontière. Recours donc aux engins à 3 roues pour emprunter des pistes rurales pour allier la frontière. Là également, la vigilance a fait ses preuves, plus de 100 tonnes de cajou saisies. De 2021, dont nous étions à 37 000 tonnes, 2022, le Gontougo a fait près de 80 000 tonnes. Et le Bunkani 2021, qui était à 23 000 tonnes, aujourd'hui est à 51 000 tonnes. Tous cumulés, qui est le district du Zanzan, de 60 000 tonnes, aujourd'hui se retrouve à 135 000 tonnes. Mettre fin à la fuite du cajou, c'est garantir la disponibilité de la matière première, à la fois pour les exportateurs et pour les usines de transformation. Quant aux producteurs, l'abondance des noix sur le marché local entraîne une hausse des prix borchants, passant de 305 francs CFA le kilogramme, comme fixé par le gouvernement, à 400 francs CFA le kilogramme. Là, comparé l'année dernière, à cette période, au niveau d'Abidjan, on était à 400 tonnes. On était à 400 tonnes. Et cette année, on est à 1000 tonnes. Il faut dire que ça a favorisé les choses. La lutte contre le transfert illégal des produits a aussi une incidence sur la qualité des fèves. Ce qui a été l'avantage, c'est que ça nous a permis de pouvoir s'adapter à cette manière de faire que nos frères de l'autre côté font. C'est-à-dire qu'ils traitent le produit d'abord avant de l'évacuer. En temps, les gens qui vont de l'autre côté avaient donné l'impression à nos différents producteurs que même le produit mouillé, on pouvait même l'acheter comme ça. En temps, les gens envoyaient de l'autre côté pour pouvoir traiter. Donc cette manière de faire là, on l'a adoptée. Cette année, je peux dire que ce qui a permis même à Bondoukou de pouvoir retrouver sa qualité là-dedans. La main-d'œuvre locale, elle aussi, s'en tire à bon compte. Dans des entrepôts de coopératives, une prime journalière de 2000 francs CFA est proposée aux femmes chargées du tri.
Une opportunité qui ne se présenterait pas quand des quantités importantes se retrouvent de l'autre côté de la frontière. Ça nous a passé si ça va dans un autre pays. En tout cas, il n'y a pas un peu de boulot pour nous. Quand ça va à Abidjan, un tout mieux le travail, on peut travailler. Il y a un peu de boulot pour faire. Si le produit reste en Côte d'Ivoire ici, ça nous arrange aussi. Ça nous permet de travailler. Pour moi, en tout cas, je garde un peu pour que après Anakada, je puisse prendre ça pour vendre, pour faire une petite commerce à côté. Pour cette première année de lutte drastique contre la fuite illégale des noix de cajou vers les pays limitrophes, les acteurs semblent avoir gagné la bataille. Reste à maintenir le cap sur la durée avec un soutien plus accru de l'État. Fuite du cajou, les trafiquants perdent la bataille de l'Est. Un reportage à revoir sur RTI1. Sur tout un plan, à présent, les résultats d'une étude sur l'affichage publicitaire sont disponibles depuis lundi. Ils ont été présentés au siège de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ils préconisent la phase pilote d'assainissement de l'affichage urbain qui débutera dès janvier 2023. Plus de détails avec Grace Kando. L'implantation anarchique dans la pose des panneaux publicitaires, le non-réversement à temps réel des recouvrements perçus par les régies, le déficit de collaboration entre le ministère et les entités décentralisées, autant de difficultés qui ont amené le ministère de la Communication et de l'Économie numérique à réaliser une étude sur la réorganisation et la modernisation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Les résultats de cette œuvre ont été présentés aux collectivités territoriales et aux afficheurs. Nous avons pris un échantillonnage de 53 axes pilotes au niveau du district autonome d'Abidjan et de Grand Bassam. Ces axes ont fait l'objet d'une étude de valorisation qui va permettre aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises communément appelées régies de pouvoir mieux se structurer, de pouvoir mieux utiliser ces espaces conformément à la réglementation. Désormais, pour pouvoir afficher, il faut être d'abord agréé. Pour le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les panneaux publicitaires présentent de nombreux avantages pour les communes. En réalité, les panneaux que nous avons dans nos cités constituent pour nous d'importantes recettes et améliorent notre trésorerie. C'est une manne financière qui représente une proportion importante, allant de 5 à 10, voire 15% des recettes propres de nos communes. Au thème de la réorganisation, que nous ayons un environnement assaini pour que la publicité, qui constitue une manne financière, constitue aussi un élément essentiel de l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. À présent, nous disposons d'une méthodologie claire de gestion, de modernisation, de délivrance d'autorisations liées à l'affichage publicitaire. La mise en œuvre des nouvelles dispositions qui en découlent par toutes les parties contribuera à n'en point douter à l'assainissement du paysage urbain, tout en préservant les intérêts de toutes les parties prenantes par le respect des dispositions réglementaires et la sécurisation des investissements. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique se dit prêt à accompagner les communes dans la mise en œuvre de cette nouvelle méthodologie de travail. Pour ce faire, des kits numériques constitués entre autres d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes couleurs multifonctions et une tablette leur ont été remis. On regarde maintenant le point de la situation de la COVID-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 20 décembre 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 394 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 20 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 916 cas confirmés,
dont 87 073 personnes guéries, 830 décès et 12 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 660 150. Le 19 décembre 2022, 38 593 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 96 261 doses du 1er mars 2021 au 19 décembre 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le 19 novembre dernier, la Commission électorale indépendante a procédé au lancement officiel de l'opération de révision de la liste électorale 2022. Prévue pour s'achever le 10 décembre dernier, elle avait été finalement prorogée jusqu'à ce mardi 20 décembre, une date qui marque la fin de l'opération sur l'ensemble du territoire national. Pour cette opération, la CEI a mobilisé plus de 2500 équipes sur le terrain, sensibilisation de masse, porte à porte, rencontre des autorités administratives coutumières. Tout a été mis en œuvre par les premiers responsables de la commission en charge des élections pour inciter les électeurs à se signaler, principalement les jeunes. Les partis politiques étaient aussi mobilisés sur le terrain pour faire de la révision de la liste électorale une réussite. Plusieurs militants du RHDP se sont retrouvés lundi pour une grande réunion d'information. Le mode de désignation des candidats du parti aux élections locales leur a été présenté. Il s'agissait pour le parti aux fouettistes d'éviter les candidatures indépendantes. On en parle avec Sidonie Davila. Le RHDP se prépare pour les élections locales de 2023. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est taillé la majorité des sièges aux élections locales de 2018. 23 sur 31 conseils régionaux et 147 sur 201 sièges pour les communes. Pour conforter cette majorité, le parti met en place un dispositif pour la désignation des candidats. Par rapport au choix des candidats, nous avons donc la commission centrale d'arbitrage et les commissions régionales d'arbitrage. La commission centrale a pour mission d'arbitrer les candidatures pour les communes chefs-lieux de région, à l'exception bien sûr des communes de Boaké, Korogo et Yamoussoukro, et également de valider les délibérations qui sont issues des commissions régionales d'arbitrage qui elles-mêmes sont supervisées par des superviseurs. Un dispositif de sélection basé sur 4 principaux critères avec un objectif visé. 0 candidature indépendante. Premièrement, de la transparence, pour ne pas dire de la translucidité dans le choix des candidats. De la cohésion, de la discipline, j'espère que nous nous comprenons, et de la solidarité entre nous. Je voudrais donc exhorter les commissions régionales d'arbitrage à privilégier l'intérêt supérieur du parti lors de leur délibération. Cette grande rencontre qui rassemble tous les dignitaires du parti en vue de la désignation des différents candidats pour les échéances à venir est une première dans l'histoire de ce parti. Je sais que vous êtes nombreux, militants et cadres du parti, à vous poser la question de savoir pourquoi le parti ouvre si tôt son processus de sélection des candidatures, alors même que le gouvernement n'a pas encore fixé le calendrier électoral. La réponse est bien simple. Le RHDP est un parti d'avant-garde conduit par le leadership visionnaire du président Alassane Ouattara. Et le président a instruit le directoire d'anticiper et de préparer avec minutie toutes les échéances politiques pour nous permettre d'aller au-delà de nos acquis et préparer l'avenir. Les élections locales à venir doivent confirmer l'ancrage territorial de notre grand parti. Elles doivent consolider le bilan remarquable du président de la République à la tête de notre beau pays. Jusqu'au 20 janvier prochain,
tous les candidats du RHDP seront connus. Et puis, la RTI a rendu hommage ce soir à l'un de ses pionniers, le journaliste Jésus Kwasi Yoboué. Grand nom de la télévision ivoirienne est décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d'une longue maladie. Bonsoir. Le natif de Béomi s'est fait remarquer dans les années 80 par son fameux Bonsoir qu'il lançait en début de chaque édition d'information. Il était également le présentateur de l'émission Envoyé spécial. Et ce soir, nos pensées vont directement à son épouse, notre maman Thérèse Yoboué, également grande présentatrice à l'époque à la RTI, à qui nous disons Yako. Bonsoir.